quelle stratégie pour développer la pertinence des soins? Merci beaucoup pour cette table ronde d'accueillir évidemment Dominique Meigne, directeur de la HAS, Olivier Bellet, médecin généraliste, président de la Fédération des maisons et pôles de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Olivier Clarisse, chef de service de néonatologie et réanimation néonatale, hôpital Femmes-Mères-Enfants HCL, Cécile Courrèges, directrice générale DGOS, Claude Rambaud, administrateur France en Sauce Santé, vice-présidente Le Lien, et Nicolas Revel, directeur général Caisse nationale assurance maladie. Merci à tous. Et à toutes, merci beaucoup de vous installer. Cécile Courrèges, si vous voulez, vous pouvez aller directement au pupitre. Parce que, en effet, je sais que vous êtes mal en point. Malheureusement, juste pour aujourd'hui, encore quelques jours, vous étiez parfaite, vous auriez pu rester avec nous. Mais malheureusement, vous avez donc ce petit souci. Alors, je vais vous laisser rester au pupitre. On va commencer avec vous, évidemment. Pardon ? Non, parce qu'elle ne peut pas tenir le micro. Voilà, elle ne peut pas tenir le micro et ses fiches. Donc, voilà. Non, c'était prévu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, Cécile Courrèges, de quel levier on dispose aujourd'hui pour lutter contre la non-pertinence, pour rentrer directement dans le vif du sujet de cette table ronde. Merci. Bon, merci, c'est une entrée discrète, j'arrive en retard et en plus je me fais signaler pour des problèmes de handicap temporaire. Donc effectivement, quelques propos introductifs, je vais être rapide parce que je pense que ce qui est plus intéressant, c'est d'entendre les participants à la table ronde et notamment les professionnels. D'abord pour rappeler que sur la pertinence, on est sur un des 4 enjeux prioritaires que la ministre a souhaité inscrire dans la stratégie nationale de santé, donc qui va structurer l'action gouvernementale pour les mois et années qui viennent. Un autre élément sur lequel la ministre revient régulièrement, c'est le chiffre de 25 à 30% d'examens ou d'actes non pertinents, qui est le seuil souvent qui est repris effectivement. Alors clairement, il faut se le dire aussi, tout seuil ou tout chiffre de cette nature-là n'est bien sûr pas une vérité absolue. Et bien sûr aussi, la littérature montre bien qu'on est sur des taux qui peuvent être très variables selon la pertinence dont on parle, entre la pertinence des actes, des prescriptions, des parcours ou des séjours, des examens, des services, du type d'actes. Mais en tout état de cause, il n'en est pas moins que ce chiffre a le mérite au moins de montrer le niveau d'ambition auquel on doit pouvoir se fixer, d'autant plus que, comme ça a été aussi régulièrement rappelé, le sujet de la pertinence est un sujet qui a le mérite de pouvoir réconcilier les enjeux de qualité, de sécurité et les enjeux d'efficience du système de santé. Donc vous m'avez interpellé sur le sujet des causes de la non-pertinence et les leviers. Déjà sur les causes, pour revenir, déjà j'aimerais rappeler qu'on est dans un cadre de travaux sur lequel il ne faut pas confondre pertinence, qui est vraiment le sujet qui a trait à la diffusion des meilleures pratiques, et le sujet des pratiques frauduleuses, qui existent aussi, mais qui relèvent d'une toute autre logique et d'un tout autre traitement. Quand on parle de non-pertinence, quels sont les moteurs ou effectivement les causes de cette non-pertinence? Il y en a plusieurs. Il peut y avoir bien sûr des limites à l'accès à la connaissance, à l'évolution des pratiques professionnelles. C'est ce qu'on entend souvent. J'ai toujours fait comme ça. C'est comme ça que je l'ai appris. Il y a aussi l'internalisation de ce que le praticien peut ressentir comme une demande implicite. Mon correspondant attend cela de moi. C'est ce que veut le patient. Il y a aussi une culture médicale qui peut privilégier les derniers traitements mis sur le marché, les nouveaux médicaments, les derniers tests, les derniers examens, les dernières machines sont tout ce qu'il y a de meilleur. Il peut aussi s'agir de se protéger, notamment sur un risque médico-légal. Mieux vaut prescrire cela que rien. Il y a aussi, et c'est un défi qui nous est renvoyé, un mode de financement qui peut inciter au volume, en tous les cas qui n'intègre pas aujourd'hui ou peu les incitatifs à la pertinence. Face à ces moteurs ou ces causes, nombre de stratégies peuvent être déployées par les pouvoirs publics, mais je crois qu'il est important d'abord de rappeler qu'il s'agit avant tout d'un enjeu professionnel, d'un besoin de faire évoluer la culture des professionnels et des patients pour que, collectivement, quitter un peu cette impression un peu caricaturale qu'on peut avoir que plus, c'est mieux. C'est cette évolution qui est en cours par la prise de conscience collective des enjeux autour de la qualité, de la sécurité, qu'aucun acte finalement n'est anodin, et qui est alimenté aussi par une forme de responsabilisation des professionnels de santé
qui intègrent de plus en plus l'impact de leurs propres décisions individuelles sur l'ensemble du système de santé. Si on vient maintenant sur les leviers ou les stratégies, de quoi disposons-nous collectivement pour faire face à cet enjeu de la pertinence ? Il y a d'abord en premier lieu le développement de l'aide à la décision et le support à la collégialité. La pratique médicale évolue rapidement. La pression des patients, des correspondants peut être aussi forte pour bénéficier des dernières avancées de la science. Nous pouvons déjà agir en permettant un meilleur accès aux recommandations, mais des recommandations qui ont un format utile pour la pratique et un référencement adapté. Et c'est cette adaptation à la réalité de l'exercice qui guide et qui doit guider, demain encore, les travaux de l'HAS, des sociétés savantes et de tout émetteur de recommandations. Le numérique aussi doit pouvoir nous aider, et sans aller jusqu'à parler d'intelligence artificielle, ça passe simplement aussi par l'équipement en logiciel d'aide à la prescription, qui peuvent être une grande aide dans la lutte contre la iatrogénie. Ça passe effectivement par les différents programmes que les uns et les autres peuvent développer. Hôpital le numérique, l'assurance la maladie le fait aussi via ses outils conventionnels, ou l'HAS via, par exemple, aussi la labellisation des logiciels. Une autre stratégie, la promotion de la prise de décision collective. Et là, le cancer a été un des précurseurs en la matière, notamment avec le développement des RCP. Il peut bien sûr y avoir aussi d'autres types d'activités qui se prêtent à ces prises de décision organisées et collectives. Et l'échange entre pairs, de façon plus globale, lui-même est à promouvoir. La formation aussi, bien sûr, initiale et continue, est un levier essentiel pour la mise à jour des connaissances et des compétences et de pratiques plus pertinentes. Autre champ de lutte, c'est celui de la limitation des doublons, des actes redondants et des prescriptions hors recommandation. Et là, ça passe déjà par avoir un meilleur accès à l'historique des examens, avec un outil majeur, le DMP, qui est donc là un enjeu majeur pour nous tous, et donc pas juste un chantier de l'assurance maladie, mais un chantier que nous partageons tous, parce que c'est un support essentiel si on veut en venir à la limitation des doublons. Il nous faut aussi progresser sur des sujets très ciblés avec le concours des sociétés savantes. Pour cela, encore une fois, nous avons besoin de tout leur soutien et le soutien de l'HAS pour avoir des recommandations qui soient en accord avec les pratiques et que les pratiques puissent au mieux effectivement intégrer celles-ci. Les autorités ont aussi bien sûr leurs leviers plus directs. Et dans ces leviers-là, il y a la publication et le porter à connaissance des différentes données. C'est l'esprit qui a prévalu notamment à la diffusion de l'Atlas de la variation des pratiques qui est publié par la DGOS, l'adresse et la CNAM. Des variations qui ne peuvent que tous nous interroger et qui a pu porter en région des projets d'amélioration de la pertinence. Je pense notamment au sujet des césariennes programmées. Mais il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans l'information qui soit restituée aux patients, aux professionnels, et y compris en ville. Les autorités ont aussi une autre responsabilité, c'est celle de fixer des priorités. Et ce sera le cas notamment dans le cadre des travaux qui viennent, à la fois dans le cadre de la déclinaison de la stratégie nationale de santé ou l'élaboration du nouveau plan ONDAM. C'est aussi en région la logique qui prévaut dans l'élaboration des plans d'action régionaux pluriannuels d'amélioration de la pertinence des soins, les PRAPAPS. Donc je suppose que tout le monde sait ce que ça veut dire. Il y a une interrogation à la sortie. Et tout ça étant porté par les IRAPS, que tout le monde connaît aussi parfaitement bien, donc les instituts régionaux. L'administration, oui. Les instances régionales, pardon. D'administration. En plus, j'en ai présidé, donc j'ai encore moins de... Alors, dans les autres leviers, il y a aussi, bien sûr, les incitatifs financiers, pour donner notamment effectivement de l'intérêt à agir aux professionnels. La ministre en a fait un des enjeux majeurs dans l'évolution des modèles de financement. Et là, je le dis clairement, je profite de la présence de plusieurs membres de l'HAS et de la future présidente de l'HAS. Nous aurons besoin de l'HAS pour nous appuyer dans cette démarche-là, à la fois à travers des recommandations et des référentiels partagés, et à travers des indicateurs pertinents attachés à la pratique des professionnels et l'expérience des patients. Nous allons en avoir besoin parce que aussi, notamment avec la CNAM et la DSS, nous souhaitons expérimenter un certain nombre de nouveaux modèles de financement et qui ont besoin de s'appuyer sur ces éléments de connaissances partagées, notamment dans le cadre du déploiement des innovations dans le cadre de l'article 35 du PLFSS pour 2018. Mais là, je pense que Nicolas Revel reviendra sur ce sujet. Et enfin, un de nos derniers chantiers que je souhaiterais citer dans les leviers dont les pouvoirs publics disposent,
c'est les travaux sur les régimes des autorisations et les conditions techniques de fonctionnement, qui sont aussi un des enjeux qui permettent de faire progresser les enjeux de qualité, de sécurité et de pertinence. Pour finir, un dernier point qui finalement me fait revenir quasiment au début de mon intervention, c'est simplement rappeler que mon souhait, et notre souhait, je pense, partagé, que la pertinence devienne vraiment un enjeu premier des professionnels et qu'il soit bien compris aussi des patients, car il ne s'agit en aucun cas de rationnement ou d'une limitation de liberté. Et pour cela, nous avons besoin de la mobilisation des professions de santé et de leurs représentants, et en particulier de leurs autorités scientifiques. Cette mobilisation, c'est un enjeu majeur de déontologie et de responsabilité pour toutes les professions de santé. Et c'est là notre premier levier, et je dirais la condition pour laquelle on peut effectivement, la pertinence peut avoir un espoir de passer du concept à l'action. Je vous remercie. Merci beaucoup Cécile Courage. Votre propos m'amène naturellement à me tourner vers les deux professionnels de santé, Olivier Clarisse et Olivier Bailey. Vous allez tous les deux nous expliquer comment vous envisagez évidemment la pertinence des soins dans votre pratique. Alors en particulier Olivier Bailey, le fait justement de travailler en maison de santé, donc en équipe pluriprofessionnelle, est-ce que cela permet d'améliorer la pertinence des soins et si oui, en quoi? Et puis en quoi aussi ça peut être une chance pour le patient? C'est bien, j'avais déjà les questions préparées, donc j'ai pu préparer mes réponses. Je ne suis pas très habitué aux grandes salles, je suis plutôt habitué aux petits cabinets où je suis en tête-à-tête avec les patients. Vous voyez, tous les gens sont dans le noir, donc voilà, c'est comme si on n'était que nous. C'est comme si on n'était que nous deux. D'abord, merci de m'avoir invité parce que j'ai appris plein de choses, c'était bien, donc du coup, je ne regrette pas d'être venu déjà. C'est déjà un point. C'est déjà un point. La pertinence, c'est un bon sujet qui m'intéresse en tant que professionnel de maison de santé. Je voudrais juste refaire un petit bout d'historique parce que ça veut dire que la pertinence, ça va être pas gagné quand même. Dans le soin primaire, au départ, c'est une tension historique fondamentale entre soins primaires et second recours, que ce soit médecin de ville, entre généralistes et second recours, mais c'est aussi entre médecin de ville et hôpital. Donc déjà, il y a une tension fondamentale qui est très ancienne, qui est probablement liée au fait que les gens n'ont pas eu la même formation au départ, en tout cas pour la génération des professionnels formés dans les années 70-80. Ça va mieux avec le temps. Il y a une tension entre médecins, bien sûr, mais il y a aussi une tension entre professionnels du même niveau de recours, c'est-à-dire qu'entre un médecin et un pharmacien ou un médecin et une infirmière, c'est pas gagné non plus sur le plan relationnel parce que un certain nombre d'entre ces professionnels ont quitté l'hôpital justement pour éviter toute forme de lien et toute forme de contact éventuellement hiérarchique entre eux, quoi. Donc la cohérence entre eux est pas forcément simple. Ensuite, il y a une démographie explosive puisque dans les années 70-80, évidemment, on a sorti un certain nombre de professionnels, de médecins notamment, qui ont rendu dans une tension concurrentielle forte la pratique de l'acte tous azimuts quasiment obligatoire pour survivre, quoi. Il n'y a pas de solution. Il fallait ratisser large, il fallait ratisser souvent, il fallait revenir, il fallait donner un max et il fallait que le patient soit toujours content. Sinon, il allait voir ailleurs. Ça a donné lieu à des pratiques évidemment complètement explosives en termes d'activité. Au moment même où, dans un certain nombre de territoires, notamment dans le mien, par exemple, il y avait des cisaillements démographiques qui commençaient à se produire et qui n'ont pas du tout été appréhendés et même réfléchis à un moment donné par les praticiens qui étaient en activité. Alors moi, je ne sais pas trop où est le bon curseur démographique. J'ai un copain qui dit que c'est assez bizarre, on est la seule profession qui pleure quand on voit disparaître la concurrence. Moi, je suis assez d'accord avec ça parce que ça nous permet de réfléchir à d'autres modes d'organisation. J'ai un autre copain qui dit qu'à Chabra et Chatila, il y a un médecin pour 50 000 Palestiniens et que ça fonctionne peut-être pas si mal que ça. Bon, je ne sais pas où il faut mettre le bon curseur, mais en tout cas, cette rupture démographique, elle a un gros avantage, c'est qu'elle nous permet de réfléchir à comment on peut faire autrement. Et j'y reviendrai après. La médecine, le soin primaire, c'est aussi des moyens techniques qui sont très rapidement limités. Parce qu'on n'est pas formé parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter, parce que c'est pas forcément très rentable. Et puis, du coup, ça déclenche en conséquence un certain nombre de demandes de soins ou de prescriptions probablement non pertinentes, mais parce qu'on a un gros problème en médecine générale, c'est de faire le lien entre le tableau clinique du patient et puis la prévalence de la pathologie qu'on peut rencontrer en médecine générale. Alors des fois on se rassure, évidemment, on demande des choses en plus parce que on ne sait pas trop. J'entendais monsieur parler ce matin d'endoscopie
peut-être un peu trop rapidement réalisé, mais c'est souvent aussi parce que c'est difficile de savoir est-ce que ce tableau clinique présenté par le patient nécessite ou pas d'examen. C'est d'autant plus difficile à savoir que les études en médecine générale ou en soins primaires, elles sont quasiment inexistantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de choses pour réfléchir, en fait. Ça nous manque un peu. Ça a été répété, je ne sais pas combien de fois, mais alors la complexité au sens... la complexité médico-administrative au sens très large du terme, jusqu'à l'absurde. Moi, je ne vous dis pas, je suis généraliste, donc j'ai commencé, j'avais un Vidal qui était épais comme ça, maintenant il fait un peu plus de 15 kilos. Je ne vous donne pas le nombre de molécules d'IEC, d'ARA2, de bêta-2 de longue durée d'action, tout ça, plus ou moins mélangé, plus ou moins associé, de manière pertinente ou pas pertinente, de distinguo de 1 centime entre le prix du Doliprane et du paracétamol, toutes choses qu'on ne maîtrise évidemment pas du tout, qui nous enquiquinent quand même bien la vie. Il faut savoir qu'un certain nombre de ces molécules ont été prescrites par nos collègues hospitaliers, qui sont eux-mêmes dépendants d'un modèle d'appropriation du médicament qui est un peu compliqué. Donc tout ça se fait sans forcément l'intervention du médecin traitant, qui doit derrière déprescrire, ce qui n'est pas une mince affaire, il faut bien le dire. Et puis on a toute une série de situations médico-sociales, de certificat médical, j'allais presque dire de certification médicale. Moi, le dernier qu'on m'a demandé, par exemple, c'était un notaire qui m'a appelé pour certifier que le patient qui avait fait son testament était bien en possession de tous ses moyens. Bon, voilà, il y en a des comme ça très, très fréquemment. Arrêt de travail, de courte durée, PAI, adaptation scolaire diverses, tout ça, ça ne nous paraît pas très pertinent, mais ça génère quand même beaucoup de consultations, très souvent. Bon, on ne reviendra pas sur la demande des usagers, parce que la demande des usagers, ben voilà, on la connaît. Alors, c'est difficile la demande des usagers, parce que plus on est sur la défensive, et ben, plus c'est compliqué de réagir à l'usager. Parce que souvent, moi, j'ai remarqué que la posture défensive des médecins, ou des professionnels de santé d'ailleurs, elle était souvent liée au manque de temps, parce que ça prend beaucoup plus de temps à essayer d'expliquer, de convaincre, de discuter, de partager une décision, que de souscrire immédiatement à la demande du patient, ou de dire non de manière très autoritaire ou très paternaliste, parce que de toute façon, le patient ira voir le médecin d'à côté. Bref, tout ça pour dire que c'est quoi l'avantage de travailler en maison de santé ? D'abord, je suis content d'aller au boulot le matin. Et à mon avis, déjà, quand un professionnel est content d'aller au travail le matin, c'est pertinent, c'est-à-dire qu'il ne fait que des choses pertinentes. C'est intéressant simplement parce que ça permet de... Enfin, Bénichou l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on bosse ensemble en équipe, déjà quand on voit ce que l'autre fait, ça augmente forcément la qualité globale. Et pour la pertinence des soins ? Obligatoire, j'y arrive. Je suis désolée, parce que je vois qu'on est à 33 minutes. Pardon, 33 minutes, c'est le temps qui reste pour tout le monde, plus les questions-réponses. Donc là, je ne le dis pas pour vous, je le dis pour tout le monde. C'est vraiment, on n'a pas beaucoup de temps par personne. C'est important parce que, là, si vous voulez, voilà, la pertinence, du coup, moi, elle part de ces constats-là. Alors la pertinence, ça me permet... Qu'est-ce que ça fait en maison de santé ? D'abord, ça permet de structurer l'activité des professionnels, c'est une évidence. Structurer l'activité professionnelle, ça veut dire surtout qu'il faut arriver à homogénéiser les discours. Moi, ce qui me paraît frappant, c'est qu'on peut avoir des discours tenus par des pharmaciens, tenus par des médecins, tenus par des infirmiers, que tout ça, ces discours sont des discours différents, et que les mettre en concordance les uns avec les autres, ça nous permet souvent d'avoir des discours beaucoup mieux entendus par les patients. C'est assez frappant. Quand tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. La deuxième chose, c'est que ça permet de développer une réflexion un peu collective sur l'organisation de filières. Alors, sous réserve bien entendu qu'on ait des systèmes d'information partagés qui soient efficaces et pertinents. C'est pas gagné, mais on y arrive. Logiciel d'aide à la prescription, c'est une chose, mais surtout, je pense au système d'aide à la décision, qui me paraissent être presque plus important. Il nous faut des systèmes d'information qui nous permettent de produire des données, qui nous permettent d'auditer notre pratique de manière régulière, de manière fréquente et de manière pratique.
Et puis, il faut arriver à développer, sur le modèle un peu de ce qui se fait déjà depuis très longtemps à l'hôpital, mais adapté aux soins primaires, des réflexions collectives sur les revues de morbidité, sur les réunions de concertation pluriprofessionnelle. Et ça, ce sont des choses qui peuvent se faire assez facilement en maison de santé, parce que c'est prévu. On n'a pas beaucoup de preuves sur la pertinence en maison de santé. On a eu un petit bout d'étude de l'IRDES en 2014 qui nous disait que sur la période qui avait été analysée et sur les structures qui avaient été analysées, en gros, on économisait 50 000 euros. 50 000 euros sur essentiellement la prescription pharmaceutique et le recours aux spécialistes de deuxième niveau. C'est pas grand-chose, mais bon, voilà, on s'était dit que si on nous filait 50 000 balles en plus, on les prendrait, quoi, voilà. C'était toujours bien. C'était toujours ça. Voilà, alors, cette stratégie raisonnée, elle permet aussi, en termes d'organisation, par exemple, de proposer des nouveaux services aux patients. Chez nous, on a la possibilité d'offrir, par exemple, une spirométrie, par exemple, une polysomnographie, par exemple, un certain nombre de plateaux techniques qui permettent d'éviter des déplacements, qui permettent, voilà. Ça nous permet évidemment, parce qu'on est un peu gros, de pouvoir discuter avec nos collègues hospitaliers pour créer des structures, des filières d'accès aux soins. Je pense par exemple à la prise en charge d'un certain nombre de pathologies cardiovasculaires ou du syndrome d'apnée du sommeil, ou etc., par des conventions un peu spécifiques signées entre notre maison de santé et un certain nombre de nos de services hospitaliers du secteur. Et puis, ça nous oblige à repenser un peu nos modèles. Alors, je ne vais pas revenir sur l'idée du paiement à l'acte, mais le paiement à l'acte, ce n'est pas simplement les médecins. Pour les pharmaciens, c'est la même chose. Pour les infirmières, c'est la même chose. Donc, moi, je suis très attentif à ça. C'est sûr que nous, on veut bien faire beaucoup de choses à domicile. Encore faut-il que la nomenclature de nos collègues infirmiers permettre de faire ces choses à domicile. Or, moi, chez nous, il y a un certain nombre de situations courantes où je dis clairement que je suis obligé de truander l'assurance maladie pour que les patients puissent être pris en charge à la maison, dans de bonnes conditions. Monsieur Revel, je suis désolé, je n'aurais pas dû avouer ça maintenant. Voilà. Bizarrement aussi, ces modèles économiques... Je vais être obligée de vous conclure. Je suis vraiment désolée. Là, on est à 29 minutes. C'est vraiment, on est très en retard. Je ne vais pas plus loin. Je suis désolée. Et Monsieur Revel, du coup, répondra juste après. Je passe la parole, je suis désolée, toujours au professionnel de santé, à Olivier Clarisse. Un mot, je suis vraiment désolée, je vais être obligée du coup de vous couper tous un petit peu. Dans vos pratiques, mais également dans le cadre de vos fonctions universitaires, justement, c'est pareil. Comment vous voyez le sujet de la pertinence des soins aujourd'hui ? Alors, sans vouloir proposer une nouvelle définition, parce que tout a été dit, la pertinence, c'est l'activité régalienne du médecin, c'est-à-dire tout faire pour que le patient ait le bon diagnostic, le bon soin, avec ce qu'il faut, et si possible, le plus économique, évidemment. Alors, comment y arriver ? Il y a un incontournable, c'est d'avoir d'excellentes connaissances de base. Et donc, avoir d'excellentes connaissances de base, ça nous amène à notre rôle d'enseignement. Et donc, c'est de revaloriser la pédagogie, l'enseignement, former les étudiants, notamment dans le parcours des futurs hospitalo-universitaires, et le compagnonnage qui permet d'aider l'étudiant et puis après le jeune professionnel à utiliser ses connaissances et à raisonner. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le deuxième point, c'est la formation continue, comme il est dit dans le serment d'Hippocrate, qu'on doit tout au long de la vie améliorer ses connaissances et donc utiliser les recommandations des sociétés savantes, de la haute autorité en santé. Le troisième point, c'est de ne pas hésiter à avoir recours à d'autres professionnels et c'est de former très tôt les étudiants et les internes à ce caractère pluriprofessionnel par le biais des réactions de concertation pluridisciplinaires, les revues de mortalité-morbidité, le diagnostic anténatal pour ce qui me concerne plus particulièrement. Et donc très tôt, on doit avoir des exigences sur les connaissances et après favoriser l'utilisation des connaissances. Et je pense que la pédagogie et l'enseignement doivent être innovateurs. Et enfin, il faut préparer le futur professionnel à l'exercice qu'il aura. Et ça, c'est un des intérêts de la toute dernière réforme du 3e cycle.
Merci beaucoup. Alors, je rebondis par rapport à ce que disait Olivier Bellet et je vous laisse la parole, Nicolas Revel, justement. Comment aujourd'hui on peut sortir du système de rémunération basé sur le volume. Je sais que l'assurance maladie a travaillé sur de nouvelles approches. Est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui entre pertinence et rémunération, et quel rôle justement vous souhaitez que la HAS est dans l'accompagnement, la mise en œuvre de ces nouvelles actions? Donc tout ça en 2 minutes 30, c'est ça? Bon, d'abord merci vous avez un petit peu plus longtemps, mais je précisais juste. Quand même. Bon, d'abord merci pour l'invitation. Je pense que tout le monde partage le constat de départ que vous avez posé, que chacun fait sien ici, de ce qu'on a des modes de rémunération qui sont plutôt poussés au crime, puisqu'on est quand même en France sur un mode de rémunération aussi bien ville que hôpital qui est fondamentalement construit sur la rémunération de l'acte et du séjour, avec finalement 2 points d'appui assez forts. L'une de culture professionnelle qui lie la rémunération à l'acte à une forme de liberté théorisée de longue date dans l'exercice de la médecine par les professionnels libéraux, et puis aussi une culture économique de ce que la rémunération à l'acte est récemment importée dans les établissements au séjour, est un facteur de productivité, ce qui n'est pas l'un et l'autre sans fondement. Nous avons, avec ce système de rémunération à l'acte et au séjour, un système qui est globalement évidemment productif, et ça a une certaine valeur qu'il ne faudra pas non plus perdre de vue au fil du raisonnement. Bon. Ce faisant, chacun voit le piège, ou le double ou triple piège dans lequel on s'enferme. Bon. Il y a évidemment celui de ce que, poussant au volume, la notion de qualité et de pertinence n'est quasiment pas intégrée dans les modes de rémunération, donc il n'y a pas d'intéressement à ce que cette dimension-là soit prise en compte. Elle l'est par la déontologie professionnelle, le sens, la conscience professionnelle des médecins, et heureusement, elle prévaut très largement. Mais si on pose la question du mode de rémunération et de ce que sont ces signaux économiques, ils n'y sont pas. Quand on regarde l'ensemble des rémunérations, je prends la ville, on a finalement beaucoup, comme je le disais, de rémunération à l'acte, et avec beaucoup de consultations de base, d'actes de base, très peu de valorisation d'actes complexes ou de consultations longues. Nous avons essayé de l'introduire là, ces derniers jours, au travers de la dernière convention médicale. Et quand on regarde ce qui est vraiment la rémunération de la qualité, finalement, on voit la ROSP, qui est limitée pour l'essentiel à la médecine générale, et qui pèse 400 millions d'euros sur des honoraires. Je ne parle pas de toutes les professions de santé, mais ne serait-ce que les médecins libéraux, c'est à peu près 22 milliards d'honoraires totaux. Et même quand on rapporte les 400 millions aux rémunérations des médecins généralistes, qui sont entre 6 et 7 milliards, on voit que c'est un poids faible. Bon. Pourquoi est-ce que c'est un cercle vicieux, comme je l'indiquais? C'est qu'à la fois, la pertinence n'est pas encouragée, ni favorisée, ni valorisée, ni reconnue. Et derrière, du coup, cette soutenabilité du système de santé qui est nécessaire, indispensable, parce que si on n'assure pas cette soutenabilité, ce qui est sanctionné derrière, ou la sanction qui tombe, c'est du déremboursement, c'est du rationnement, et donc c'est une atteinte portée à notre système de solidarité et d'accès aux soins. Si nous avons un devoir d'en assurer la soutenabilité, la manière dont nous y sommes parvenus, assez bien d'ailleurs depuis une petite dizaine d'années, c'est par la mobilisation de leviers de régulation tarifaire. Globalement, que ce soit une stabilité importante des tarifs en ville, et parfois des mesures tarifaires qui ont pu concerner la sphère des établissements, sans oublier les produits de santé, qui évidemment sont de forts contributeurs. Donc on voit bien que tout ceci n'est pas sans impact sur les conditions d'exercice, parce que cette course au volume, elle pèse sur les conditions d'exercice des professionnels, et elles sont d'autant plus, je dirais, impactantes que, comme cela a été dit, on a par ailleurs une question de démographie qui fait que la pression s'accroît par ailleurs sur ces mêmes professionnels. Donc, bouger l'équation, la vision un peu culturelle et politique du sujet est très important. Ça n'est pas simple, mais moi j'observe que les choses sont en train de bouger
et que nous avons des professionnels de santé qui sont de plus en plus sensibles et réceptifs à cette idée que les modes de rémunération doivent davantage valoriser la qualité et la pertinence. Alors comment ? On a déjà, je pense, un objet qui s'appelle la ROSP, j'en ai dit un mot, qui a gagné en agilité dans le cadre de la dernière convention médicale, parce que pour les médecines générales, nous avons souhaité que les indicateurs puissent être plus facilement revus, que dès qu'un indicateur nouveau mériterait d'être introduit, nous puissions le faire sans passer par une négociation conventionnelle, ou inversement, sortir un indicateur. Le sujet, c'est est-ce que la ROSP est facile à étendre à d'autres spécialités médicales que la médecine générale ? Nous en avons 2 qui, historiquement, sont intégrés, les gastro-entéraux et les cardiologues. Nous avons essayé d'introduire une ROSP, nous sommes en train de le faire sur les endocrinos, avec cette difficulté qui est que cette notion d'approche de patientèle se prête évidemment beaucoup moins à la valorisation de la pratique s'agissant de spécialités médicales qui sont des spécialités de second recours. Mais il me semble qu'il y a au travers de cet outil quelque chose qui a un premier intérêt, même si on voit bien qu'on est dans un élément de rémunération supplémentaire. On vient ajouter une couche de rémunération qui envoie un premier signal. Il y a un deuxième élément qui n'est pas sans lien avec ces notions de qualité et de pertinence, c'est aussi de favoriser une meilleure gestion des parcours et donc une meilleure organisation des professionnels de santé dans les territoires. Ça n'est pas directement lié à la qualité de l'acte ou de la pratique, mais c'est une condition pour permettre aux professionnels de santé de davantage fonctionner mieux, de fonctionner de manière plus collective, mieux coordonnée et donc plus efficace. Et donc ce sera aussi un des éléments de débat que nous aurons avec les professionnels de santé que de leur dire, moi je leur dis en toute occasion, que la priorité des prochains temps, ce sera beaucoup, je ne dis pas seulement, mais beaucoup d'investir sur les structures et les outils, davantage que sur leurs actes. Voilà. Et puis, troisième élément, il y a comment peut-on revisiter la manière dont nous valorisons l'acte médical en faisant en sorte que ce ne soit pas l'acte strictement rémunéré pour ce qu'il est, mais que nous puissions y intégrer des dimensions un peu nouvelles qui peuvent être la qualité de l'acte, c'est-à-dire son résultat évalué dans la durée, ou une notion plus collective qui intègre non pas l'intervention d'un professionnel, mais une prise en charge plus collective, pluriprofessionnelle, ou dans la durée. Là, le constat que l'on peut faire, c'est qu'en France, comme je l'ai dit, nous avons peu de choses, mais qu'en dehors de nous, hors de France, il existe pas mal de modèles qui ont pu être testés avec des bilans que l'on peut commenter, mais qui montrent qu'il y a des choses qui existent. On n'a pas besoin d'inventer des choses totalement nouvelles. Nous avons fait dans Chargé Produit, qui est notre rapport annuel qui sort début juillet, en début d'année, un premier éclairage qui est apporté sur la prothèse de la hanche, qui s'inspire, là encore, très directement de ce que nous pouvons observer dans certains pays scandinaves. Ce que nous voyons bien, c'est que nous allons devoir tenter des choses, faire émerger des modes de rémunération, je dirais, différents, variés, qui embarquent, parce que je pense que ça sera beaucoup plus efficace que de l'imposer d'en haut, qui mobilisent des professionnels prêts à s'engager dans ce type de démarche. Nous avons fait le constat, avec Cécile Courrèges, pour ne pas la compromettre, au premier chef, depuis quelques mois, que nous manquions pour cela d'un cadre juridique et accessoirement d'ailleurs d'un levier de financement. Bon. Parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de déclencher ce qu'on appelle des expérimentations, quand on prononce en France le mot d'expérimentation, tout le monde part en courant en considérant que tout ceci va durer très 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 longtemps et n'aboutir souvent à rien. Bon. Donc tout le sujet, c'est comment on réarme une capacité dans notre pays à mener des expérimentations qui à la fois ne mettent pas des années à démarrer, deuxièmement, soit d'emblée adossées à une vraie évaluation, et qui, troisièmement, soit suivie et pilotée de telle sorte que cette expérimentation soit ensuite soit arrêtée quand elle ne marche pas, ce qui n'est pas toujours simple, oui. Mais deuxièmement aussi, soit diffusée, ensuite, passée à l'échelle supérieure dès lors que. Voilà. Et c'est l'article 35 du PLFSS, sur lequel nous avons travaillé depuis le mois de juin, et qui a vocation, pour nous, je crois, à être vraiment un levier de transformation, mais pas ministère et CNAM tout seul.
c'est quelque chose qui devra trouver son équilibre entre de l'initiative qui consistera à faire des appels à projets sur des modes de rémunération, sur certains épisodes de soins ou des formules ACO dont Anne-Marie a parlé, mais aussi, surtout, je dirais presque, de permettre d'accueillir des propositions de modes d'organisation et de rémunération dérogatoires à notre droit commun tarifaire ou réglementaire à partir de propositions remontant du terrain, filtrées par les agences régionales de santé, et qu'il faudra que nous évaluions, que nous instruisions collectivement. Bon, et il va de soi, ça a été dit par Cécile tout à l'heure, que l'article 35 le prévoit explicitement, la HAS est évidemment pour nous un partenaire très important pour pouvoir mener à la fois cette instruction et ensuite de regarder comment nous pouvons faire vivre cela. Donc ça, c'est l'élément, je pense, nouveau, vraiment, assez structurant si nous sommes au rendez-vous de la mise en œuvre, c'est-à-dire que si nous ne perdons pas dans des délais, dans de la complexité qui décourage les acteurs et les porteurs de projets. Ne pas décourager les porteurs de projets ne signifiant pas de dire oui à tout le monde. Il faut savoir dire non à des projets dont on considère qu'en fait, ça ne marchera pas, on ne saura pas les généraliser, ou bien l'efficience médico-économique, nous n'y croyons pas. Bon. Mais dire non rapidement, c'est aussi bien que de dire jamais ni oui ni non. Voilà. Et enfin, avant de rendre la parole, moi j'insiste, au-delà des modes de rémunération, sur, en matière de pertinence, l'accès et le retour d'informations sur le professionnel. Je signale juste que sur l'evidence-based medicine, on a un partenariat qui associe d'ailleurs la HAS et je crois le ministère et l'assurance maladie qui finance et le Collège de médecine générale pour nous doter d'outils d'aide à la décision dans le champ de la médecine générale. Donc nous sommes dans un travail qui démarre. Deuxième élément, je crois beaucoup que les professionnels sont en attente et en demande, et l'assurance maladie doit y répondre, de leur faire un retour sur leur pratique. Car finalement, vous avez assez peu d'éléments vous permettant de vous situer par rapport à vos pairs et à vos confrères sur des prises en charge ou des types de patients. Et troisièmement, le DMP, qui est évidemment un instrument de partage de l'information pour éviter à la fois, pour permettre de la qualité et éviter de la redondance. Merci beaucoup. Claude Rambaud, je vois que vous acquiescez. On va parler à présent des associations. Est-ce que justement, les bases de données qui peuvent exister, est-ce que vous pouvez les interroger? Est-ce que vous, les associations, les interrogent déjà? Alors, vous parlez des associations, parce que les patients, c'est très difficile pour eux d'interroger les bases de données. Oui. Voilà, donc je pensais porter le point de vue des patients, mais je veux bien vous répondre là-dessus. Oui, on commence à interroger les bases de données. Avec Christian Saout, ici présent, nous avons créé au collectif ce que nous appelons l'Observatoire des restes à charge. Jusqu'à maintenant, nous étions plutôt tournés vers des analyses des données sur la sous-médicalisation, c'est-à-dire l'accès aux soins, reste à charge. Déjà, ça en dit long sur le sujet. Et puis, là, la dernière étude que nous avons faite avec 60 millions de consommateurs, c'est par rapport à des données de soins. C'est-à-dire, quelle est la consommation des médicaments chez les personnes qui prennent plus de 7 médicaments par jour différents. Nous avons essayé d'observer chez les plus de 65 ans, qu'est-ce qui se passe. Donc, nous avons sorti des données, mais pour nous, la question, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est grâce au militantisme, à la communication que l'on peut faire, à la diffusion, que l'on peut essayer de mobiliser les acteurs, notamment les régulateurs en particulier, et aller aussi vers les patients. 60 millions de consommateurs nous aident à ça, et puis nous avons les relais médiatiques. Mais ce que nous aimerions pouvoir faire, et avec les régulateurs en particulier, parce qu'il faut de l'argent pour ça, c'est faire des campagnes pour aller vers les patients et pour communiquer avec eux. Par exemple, nous avons un exemple, je ne sais pas si on peut le mettre là, vous avez dû voir sur les 7 chaînes. On va le mettre tout de suite. 7 chaînes nationales, la campagne du LEM, la maladie ne dort jamais, nous non plus, #sans répit, c'est-à-dire c'est associé à un réseau social de Twitter pour démontrer les efforts que font les industries du médicament. Nous pourrions avoir aussi, nous aussi, des campagnes équivalentes pour démontrer que, par exemple, lorsqu'on est seulement confronté à un risque de maladie et non pas à la maladie,
Oui. Parce qu'avec l'abaissement des seuils biologiques que font certaines sociétés savantes, on rentre dans la maladie de plus en plus tôt. Mais en fait, on rentre dans le risque de maladie. On pourrait aussi mobiliser les gens pour que la première intention ne soit pas du médicament, mais que la première intention soit plutôt des conseils de prévention primaire. Et là, c'est très bien que M. Revel soit là, parce qu'on pourrait rémunérer cet effort de prévention primaire. Déjà, dans la convention que vous avez signée, on voit bien que pour certains malades, on va aller un petit peu vers la rémunération de cet effort. Mais on pourrait sûrement aller plus loin. Donc ça, c'est très important. Si on veut diminuer, si on veut améliorer la pertinence, c'est ne pas rentrer trop tôt dans des traitements qu'il va falloir prendre toute sa vie. Donc, alors que, très souvent, qu'il s'agisse du diabète, qu'il s'agisse de l'HTA, et à propos de l'HTA, juste depuis hier, on sait que les sociétés américaines ont décidé qu'on était HTA à partir de 13,9. Donc ça veut dire que 80% des gens de plus de 65 ans vont entrer dans le traitement. Direct. Voilà. Donc d'où la nécessité de faire des campagnes, d'informer qu'un risque de maladie n'est pas une maladie et qu'il y a peut-être d'autres solutions. Parce Voilà. que pour vous, un des points importants justement que vous défendez, c'est que il faut expliquer que trop de soins peut ne pas être pertinent. Oui, en fait. c'est une campagne qui pourrait être, d'ailleurs on l'a dit ce matin, ça a été évoqué, trop n'est pas forcément mieux. Plus n'est pas forcément mieux, n'est pas obligatoirement mieux, disent les Canadiens. Il y a eu une campagne à un moment aux États-Unis qui disait trop, c'est comme pas assez, ce qui mettait en corrélation la surmédicalisation, la sous-médicalisation. C'est vrai que trop, c'est dangereux, c'est comme ne pas accéder aux soins, c'est aussi dangereux. Donc voilà, on préconise de pouvoir faire des campagnes de ce type-là, mais on ne pourra la faire qu'avec des financements, évidemment. Par ailleurs, on pourrait aussi saisir, dans le cadre de cette communication grand public, des opportunités. Lévothyrox était une opportunité pour parler de la surmédicalisation en lévothyrox. On sait que il semblerait que 8 ablations thyroïdes sur 10 ne soient pas nécessaires, mais ça n'est qu'une petite partie de la consommation de lévothyrox. Dans les autres, on sait qu'il y a 30% de patients qui sont mis sous lévothyrox sans avoir tenu compte des recommandations de l'HAS, notamment sur les dosages de certaines TSH. Voilà, donc on aurait pu communiquer là-dessus. Non, donc il faut aussi que l'on apprenne à communiquer ensemble, et les institutionnels et nous, les associations de patients, sur des sujets qui touchent effectivement les questions de pertinence à grande échelle, parce que là je vous parle vraiment de grande échelle. Quand on abaisse un seuil biologique pour le diabète par exemple, ou pour le cholestérol, etc., c'est d'un seul coup peut-être 2 ou 3 millions, M. Revel peut le dire beaucoup mieux que moi, 2 ou 3 millions de personnes qui vont être mises sous traitement, alors que peut-être on pourrait faire autrement par un effort de prévention. Donc c'est vraiment un grand sujet sur la pertinence. Je voudrais juste aussi dire qu'il y a quelques instruments qui ont été évoqués, mais je voudrais revenir dessus. Monsieur Revel, vous avez terminé sur le DMP. Il y a aussi peut-être, bien sûr, le patient qui arrive chez le médecin qui dit « Docteur, est-ce bien nécessaire ? Parce que j'ai entendu que ou j'ai vu que », avec une communication qui soit gérée notamment par le site santé.fr, qui soit fiable. Il peut arriver chez son médecin avec ça pour faciliter le dialogue, mais il peut aussi arriver autrement en disant « Docteur, prenez connaissance de mes autres traitements ». Et en cela, les Américains, ils ont mis en place un outil absolument extraordinaire qui ne coûterait franchement pas grand-chose, c'est le Blue Button. C'est-à-dire que le patient télécharge et a sur lui en permanence et ses traitements et ses examens, ce qui peut éviter des doublons, des triplons et des interférences médicamenteuses. Donc il y a des instruments, alors je ne parlerai pas de la déprescription et tout ça, on en a parlé ce matin, ça vaudrait d'ailleurs d'en parler pendant 3 jours, mais ça sera pour une autre fois. Nicolas Revel, je vous en prie. D'un mot, n'ayez crainte, nous avons déjà développé dans la perspective de la généralisation du dossier médical partagé que nous prévoyons l'année prochaine, en 2018, déjà, il y a une application qui est déjà disponible dans les stores, comme on dit, et qui vous permettra d'avoir accès à une information tout à fait complète, de pouvoir l'enrichir vous-même d'éléments supplémentaires et de pouvoir ainsi consulter son DMP, qui ne doit pas être que l'affaire des professionnels de santé, mais aussi être totalement approprié par les patients eux-mêmes. Alors, c'est consulté par le patient, mais c'est aussi, ça change le rapport. C'est-à-dire que le patient, il arrive chez son clinicien en disant « Docteur, voulez-vous prendre connaissance de mon traitement ?» Parce que c'est une appli. La CNIL a donné son accord, on a la technologie, on a les données qui sont téléchargeables, on peut y aller, quoi. Qu'attendons-nous ?
Alors justement, Olivier Clarisse, un petit mot, en plus vous n'avez pas eu beaucoup la parole. Pour vous, l'implication, la contribution des patients, donc vous avez dit, hein, ça passe d'abord par une éducation au niveau universitaire, enfin, un changement au niveau universitaire. Est-ce que justement la contribution des patients et des usagers permet d'améliorer la pertinence des soins? Comment on peut écouter les préférences des patients, puisque justement vous parliez de changer la manière dont les étudiants devaient être formés, le compagnonnage et ce genre de choses. Est-ce que du coup, ça implique d'insister sur ce point? Alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement médical, et il est bien sûr du rôle du médecin de faire partager à son patient ce qu'est sa pathologie, quelles en sont les implications, quels sont les avantages de tel ou tel traitement. Et je pense qu'on est tout à fait capable, nous médecins, de parler des avantages, des bénéfices et des risques, et de bien expliquer que le choix est basé à la fois sur des recommandations professionnelles, sur l'expérience personnelle, qui est très importante également, et puis sur cette fameuse balance bénéfice-risque entre deux traitements. Je vous conseille plutôt celui-ci que celui-là, pour telle et telle raison. Mais pour ça, il faut qu'on soit aidé par les associations d'usagers pour ne pas être mis devant parfois une situation du patient qui arrive avec son diagnostic, son désir d'examen avec complémentaire. l'ordonnance qui s'est déjà faite dans sa tête. Et exactement, et avec l'ordonnance qu'il a déjà dans sa tête. Et c'est notre rôle de le convaincre et de le dissuader d'avoir une autre approche. Et c'est là où j'en reviens à ce qui a été dit sur le mode de rémunération. Je pense, et je ne suis pas le seul à dire, puisque ça a été l'objet du discours devant l'Académie de médecine très récemment de votre prédécesseur, M. Revel, que l'acte intellectuel médical n'est pas assez valorisé. C'est-à-dire que quand vous avez une primo-consultation qui est extrêmement compliquée, alors pour moi, un bébé qui a 8 jours de vie, c'est assez simple, mais quand une personne âgée de 90 ans change de médecin et qu'elle rencontre un nouveau médecin pour la première fois, il a un travail colossal dans cette première consultation. Il doit prendre en compte tout un dossier médical. Et je pense que il a été dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, M. Revel, la rémunération pousse au crime, mais peut-être que c'est le défaut de rémunération qui pousse au crime, qui ne permet pas de prendre le temps suffisant pour une prestation médicale de qualité. Donc ça, c'est un point important. Quand on voit avec le domaine de la vaccination, avec ce lobby anti-vaccination typiquement français, dont la ministre a beaucoup parlé, qui n'existe qu'en France, bien évidemment, le médecin a un rôle fondamental pour convaincre de l'intérêt de la vaccination. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et donc, on sait que nous aurons tous des consultations qui sont d'importance variable, de durée variable, et qu'une simple rémunération standard n'est certainement pas la seule réponse. Eh bien, Nicolas Revel, je vous en prie, répondez, parce que c'est vrai que... Non, mais c'est intéressant, parce que ça vous montre à quel point, dès lors qu'on reste quand même dans un cadre où les rémunérations s'inscrivent dans un cadre conventionnel, c'est-à-dire qu'on négocie avec vos représentants. Moi, j'ai mené cette négociation en 2016 avec les syndicats médicaux, profession libérale. Et moi, je leur ai posé cette question. Je leur ai dit, écoutez, voilà, vous me demandez une revalorisation de votre consultation de base de 23 à 25, et puis bien sûr, dès lors qu'on fera 23 à 25, la consultation de base du spécialiste de second recours, vous demanderez de la passer de 28 à 30 euros. Bon. Vous savez, on pourrait prendre cet argent et l'investir sur des consultations longues, que ce soit le médecin généraliste ou le spécialiste. Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait avoir ce débat, on l'a eu, il a été vite réglé. Bon. Il a été considéré par l'ensemble des 5 syndicats qu'il était absolument impensable de ne pas commencer par revaloriser les consultations de base. Oui, bien sûr, on nous disait qu'il faut faire les deux. Malheureusement, voilà, on a mis il y a eu un vrai investissement, c'est 1,3 milliard quand même sur cette convention. Il fallait faire des priorités. Je leur ai dit, attention, on va devoir prioriser. Bon, ce choix a été fait pour des raisons par ailleurs que je peux comprendre sur la rémunération du médecin généraliste par rapport aux autres spécialités, ce qui avait aussi un vrai sens. Donc je ne suis pas en train de dire que j'ai accompagné ce choix contre mon gré. Mais je leur ai dit, attention, nous sommes en train de passer à côté de quelque chose, et donc projetons-nous sur l'avenir. Et je le dis à toutes les professions, je pense que vraiment la priorité des prochains temps, ce ne sera plus en aucun cas d'investir comme on l'a fait sur les actes de base. Il faudra vraiment avoir d'autres cibles. Olivier Bellet, par rapport à ce qui s'est dit, puisque vous aviez insisté sur la rémunération. Moi, je suis d'accord sur la rémunération d'équipe, en fait, parce que, contrairement à Olivier Clarisse, je pense qu'une infirmière peut
être un relais parfaitement fondamental pour expliquer l'intérêt de la vaccination, de même que mon collègue pharmacien, de même que mon collègue podologue ou que mon collègue kinésithérapeute. Donc je pense qu'il y a, moi en tant que structure, je préférerais avoir des rémunérations de structure, parce que ça me permet évidemment de développer des choses où la compétence médicale a beaucoup d'intérêt, mais où la compétence paramédicale peut avoir un intérêt et être beaucoup plus pertinente que mon intervention médicale. Je pense par exemple à l'éducation thérapeutique sur les antivitamines K ou sur un certain nombre de problèmes où on est mieux avec un pharmacien ou avec un infirmier qu'avec un médecin, à mon avis. Claude Rambaud, par rapport aux patients, justement, est-ce que vous pensez qu'il comprend ce qui a été expliqué, notamment par Olivier Clarisse, le fait que non, on n'arrive pas avec son ordonnance et son diagnostic déjà en tête? Est-ce que vous disiez, oui, il a pu voir sur des sites, il a pu discuter avec nous, et voilà, c'est ça ce qui peut être le problème? Bien sûr que... voilà, il y a de la bonne information, de la moins bonne information pour faire le tri. C'est pour ça que nous revendiquons vraiment de mettre en place ce site information grand public, santé.fr. J'espère qu'il n'est pas tout à fait enterré. Mais bon, voilà, j'ai entendu des frémissements là-dessus qui me laissent quelques craintes. Donc c'est très important de donner de l'information fiable aux patients. Mais que le patient... Et pas aller sur des forums et tout ça, c'est ça? Il y a de tout dans les forums. Oui, mais justement, il y a de tout. On remarque quand même... Alors que santé.fr, ça vous rassurerait. Il y a une espèce d'autorégulation qui est assez intéressante sur les forums. C'est quand il y a vraiment une information qui est mauvaise, qui est balancée, elle est très très vite corrigée, reprise, etc. Voilà, ça ne se passe pas si mal que ça. Mais néanmoins, on a besoin d'une information fiable. Les Choosing Wesley, dont on a parlé ce matin, ça peut parfaitement trouver sa place par le relais de ce site d'information grand public. Voilà. Non, mais pour ce que disait tout à l'heure Monsieur Clarisse, oui, effectivement, le patient, ça peut être plutôt dérangeant, je veux bien reconnaître, qu'un patient arrive chez son médecin en ayant déjà fait son diagnostic, en disant à docteur, c'est ça ce qu'il faut me donner. Ce qui est souvent souligné. Mais c'est le dialogue qui va permettre d'avancer. Moi, je crois que mais le dialogue, donc, il coûte cher parce que justement, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, mais c'est très important le dialogue. Et là, il faut que... Mais M. Revel vient de faire une petite ouverture. Il a dit qu'il va falloir qu'on change. Il va falloir qu'on regarde les choses un peu autrement que par l'acte. Je pense que c'est vers ces choses-là qu'on va aller, vers de la prévention, vers de l'éducation du patient. Mais comme le disait M. Bellet de l'autre côté, il n'y a pas que les médecins qui peuvent en faire. Il y en a d'autres. Mais en particulier, on peut faire de l'éducation de grande masse. Vous savez, M. Trump, il a très bien compris comment on parlait au grand public. Il dit c'est la télévision. Voilà. Et ça, nous ne l'utilisons pas suffisamment. Sur les vaccinations, on a vraiment des difficultés aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? On n'a pas suffisamment parlé au grand public. Donc on a du rattrapage à faire sur tout ce domaine de prévention et c'est très important. Mais je voudrais dire, le dialogue, c'est très important. Et au stade où nous en sommes, à la fin de cette journée, tout ce que l'on a entendu, on voit bien que c'est ensemble que nous allons avancer, je ne vais pas dire gagner, mais en tout cas avancer et faire quelques pas. C'est ensemble, les patients, les associations qui portent leur parole et les professionnels de santé. Allez-y. 10 secondes. La pertinence, c'est un enjeu majeur pour nous médecins. On en parle depuis plus de 10 ans, on n'a pas fait de véritables efforts. Si nous ne prenons pas ce sujet à bras-le-corps, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Mais nous avons démontré que nous en étions capables, puisque nous avons fait vivre les évaluations des pratiques professionnelles, nous avons développé et enrichi les chemins cliniques qui ont entraîné de grandes révolutions dans des prises en charge, dans des organisations. Donc nous sommes capables, nous les professionnels, de participer activement et efficacement à ce domaine de la pertinence. Cécile Courrèges, un dernier petit mot par rapport, pour rebondir notamment peut-être sur ce qu'a dit Nicolas Revel. Voilà. Oui, parce que vous pouvez quand même tenir le micro. Oui, je peux tenir le micro de la main gauche, mais j'y arrive. Allez-y. Non, mais vous l'avez compris, on travaille, notre philosophie à Nicolas Revel et à moi, c'est de travailler très étroitement ensemble pour justement utiliser nos différents leviers pour les rendre de façon complémentaire, mais dans la même ligne politique. Parce qu'effectivement, c'est un dialogue entre les professionnels et les patients, mais notre responsabilité à nous, c'est de créer les conditions qui rendent ce dialogue le plus favorable et le plus propice possible. Parce qu'effectivement, il y a un troisième tiers, vous l'avez évoqué aussi, en termes de simplification ou d'autres éléments sur lesquels vous êtes entendant, ou de système d'information et de tout ce qui peut faciliter. Nous, notre responsabilité, elle est de créer ces conditions-là pour que ensuite, effectivement, des organisations les plus propices possibles et effectivement ces échanges et ce dialogue entre les professionnels et les patients puissent, de façon plus collective, les associations puissent se mettre en place.
On va à présent donner la parole à la salle. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Les hôtes, les hôtesses, les hôtesses et les hôtes, s'il vous plaît, merci. Voilà, bah allez-y, allez-y. Une remarque, il y a 2 leviers de la pertinence des soins que vous n'avez pas du tout évoqués. Premièrement, rendre obligatoire de manière définitive le DPC, le PP, etc. C'est pas vrai. La loi le dit que c'est obligatoire, mais dans les faits, ce n'est pas obligatoire. Et je suis président de l'ODPC de la médecine vasculaire. La deuxième chose, de rendre obligatoire la recertification des médecins. Et ça, c'est majeur. On nous a présenté au Congrès national de l'Ordre des médecins la semaine, il y a 15 jours, la Hollande. Il commence le 1er janvier, 5 ans pour continuer à se former, 400 heures de cours sur 5 ans. Et on a demandé au président du Conseil de l'Ordre hollandais qu'est-ce qui se passe après. Eh bien, c'est très simple. Ceux qui n'ont pas satisfait gardent leur carte de docteur, mais n'ont plus le droit de voir un patient. Et puis, au bout de 5 ans, ils recommencent. Et c'est l'hygiène de vie des médecins, la recertification. Quelqu'un veut réagir ? On ne peut qu'être d'accord. La culture de l'évaluation n'est pas assez ancrée en France. C'est indispensable. On ne peut progresser que si on s'évalue en permanence et si on se perfectionne régulièrement. La médecine change tellement vite, parfois de façon spectaculaire. On a tous connu, les gens de mon âge, les allers-retours qu'il y a eu entre des choses qu'on faisait à un moment donné, on est reparti à 180 degrés et puis on refait un virage à 90 degrés. Il faut imaginer un système intelligent de recertification, qui ne soit pas quelque chose de lourd, de technocratique, mais qui soit, qu'on prenne là encore, comme vous l'avez dit, M. Revel, des modèles étrangers qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il y avait la question du jeune homme juste après. Merci, bonjour. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je suis étudiant en pharmacie et représentant de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France et membre du comité de pilotage pour le service sanitaire. Je revenais sur un petit peu le discours qu'a tenu tout à l'heure M. Raoul. L'éducation thérapeutique du patient chez les étudiants en pharmacie, sur 6 ans d'études, c'est 60 heures. Prendre en charge un patient durerait 60 heures pour nous former là-dessus. C'est insuffisant, selon nous. Et aussi, l'autre question que j'avais à poser à tous les médecins qui sont présents ici, combien d'enseignements sont faits aujourd'hui pour les étudiants en santé sur la prise en charge globale d'un patient? Combien d'enseignements sont faits? Un patient, tous les étudiants en santé autour. Combien? C'est 0. Jamais on nous apprend à travailler tous ensemble, absolument jamais. Madame Courgès, vous êtes ancienne directrice de l'ARS du Pays de la Loire, Angers est uniquement la seule faculté en France à le faire, à le développer, mais c'est insuffisant. Et nous, les étudiants, on pense que justement, via le service sanitaire, la prévention sur la population par les étudiants, on peut travailler tous ensemble sur la prévention auprès du patient et auprès des études. Et du coup, ma question plus à vous, Madame Courgès, et même tous les autres intervenants, c'est quelles peuvent être ces stratégies pour développer la prise en charge du patient et l'accompagnement pour les étudiants. Et vous ? Je pense que là, vous pointez un des enjeux majeurs. Ça a été rappelé. L'exercice futur du professionnel, quel qu'il soit, à l'hôpital ou en ville, va être de plus en plus effectivement pluriprofessionnel. C'est déjà une réalité pour beaucoup de professionnels, ce sera encore plus demain. Et donc, de ce point de vue-là, le dispositif de formation ne peut pas passer à l'écart de cet enjeu-là. C'est pas au moment où vous vous installez, où vous commencez votre exercice, que vous devez découvrir qu'il y a d'autres professionnels de santé autour de vous et commencer aussi à partager une culture et un langage commun et une organisation collective autour du patient. Vous avez cité l'expérience d'Angers. Il y en a d'autres dans d'autres facultés, mais j'ai assisté directement à celle de Angers. Effectivement, pouvoir faire travailler ensemble les différents professionnels futurs professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, donc dans les différentes composantes pendant quelques jours autour de projets communs. Je pense que c'est ce type de démarche qu'il faut effectivement accompagner et favoriser. Une autre question ? Oui. Oui, je suis toujours gynécologue obstétricienne et membre, secrétaire du bureau du conseil d'administration d'un réseau périnatal. Il y a un mot dont on n'a pas parlé, c'est les réseaux, que ce soit les réseaux de soins classiquement dérivés des réseaux ville-hôpital, parce que dans ces réseaux, justement, on va, dans notre réseau, on va mettre en place une action prise en charge du diabète pendant la grossesse. Là, c'est vrai que dans notre exercice où ça va être une formation continue, où on va
travailler avec les pharmaciens, les infirmières, les diététiciennes, etc. Donc le réseau, il est caractérisé, il est un peu en parallèle. Il fonctionne avec un système associatif. Il y a d'autres questions, je suis obligée de vous interrompre. Alors nous, les réseaux, ça nous intéresse beaucoup comme boîte à outils. C'est-à-dire qu'on considère que c'est ce sont des organismes ou des organisations qui ont développé effectivement des tas de techniques à la fois d'animation, de participation des usagers, etc., qui nous intéressent beaucoup. On constate simplement, moi, dans des patelins comme le mien, par exemple, où il n'y a pas du tout de réseau, donc il faut qu'on fasse sans, mais on est preneur des outils. Ça nous intéresse beaucoup. Madame, une question. Hop, on y va. Oui, je travaille en ARS, je suis médecin, mais il y a quelque chose en gériatrie que je découvre. Les anti-Alzheimer ne semblent pas du tout avoir un service médical rendu qui est important. Et en fait, je me rends compte que c'est tout à fait prescrit selon les habitudes des praticiens. C'est vraiment un sujet sur pertinence sur lequel j'aimerais bien vous entendre, pas du tout en provocation, mais vraiment pour comprendre, est-ce que c'est l'analyse de nos dysfonctionnements ? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui veut répondre ? Nicolas Revel, vous inquiétez pas, le micro marche bien. Non, mais moi je suis assez clair. Je trouve qu'au moment même où la haute autorité a souhaité, il y a deux ans, s'engager dans cette réévaluation du service médical rendu de ces 3 produits de santé, l'assurance maladie a concomitamment saisi la HAS pour lui dire il nous semble qu'il faudrait réévaluer. Bon. De sorte que quand la décision a été rendue, donc aboutissant, concluant à un service médical rendu insuffisant, voilà, je considère que pour ma part, la décision qui logiquement doit intervenir, c'est évidemment de dérembourser ces 3 médicaments. Bon. Simplement, c'est logique de décider ça, simplement ça s'accompagne. Voilà. Et c'est pour ça que le précédent gouvernement a souhaité qu'il y ait un travail qui soit produit pour voir comment substituer à cette prise en charge médicamenteuse dont on connaît les limites d'autres modalités moins chimiques et qu'il faut maintenant mettre en place. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel les pouvoirs publics, on va dire ça au sens large, ont naturellement vocation à prendre des décisions. En tout cas, moi, je le souhaite dans les prochains mois. Voilà, merci beaucoup pour vos questions. Vous restez encore quelques minutes avec nous, parce que j'ai vu plusieurs personnes partir. Je vous promets quelques minutes, juste si vous voulez bien écouter et nous permettre d'écouter Dominique Meigne, une conclusion par rapport à cette table ronde et cette journée. Pas de conclusion trop académique, mais simplement donner peut-être une perception de ce qui s'est passé aujourd'hui et en regard vision rétrospective de ce qu'a été la pertinence lorsqu'elle s'est installée dans le paysage de la régulation, disons entre 2010 et 2011. On voit quand même le chemin parcouru. On voit que durant toute la journée, on a vu des acteurs professionnels, on a vu des académiques, on a vu une ministre qui s'engage résolument sur des approches de pertinence, là où le terme était encore un petit peu diabolisé et connoté de façon très économique et péjorative il y a moins de 5 ans. Lorsque la DGOS et la CNAM à l'époque sont venus porter le programme pertinence à l'HS, il ne faut pas l'oublier pour les anciens, parce que on n'avait pas réussi à installer une régulation par les volumes, ce qu'on appelait les objectifs quantifiés de l'offre de soins. On ne savait pas trop où on allait. Alors, l'HAS a mis sa marque, et notamment une de ses marques, c'est de travailler avec les professionnels. Elle a su, je crois, faire venir les professionnels pour les engager dans une forme
d'autorégulation de leurs pratiques dans une démarche vertueuse qu'ils contrôlaient eux-mêmes et qui après pouvaient s'inscrire dans des dispositifs de régulation, puisqu'aussi bien aujourd'hui, plus personne ne bouge quand la CNAM, dans ses agendas de gestion du risque, intègre des livrables, des produits qui viennent du champ de la régulation par la pertinence. Aujourd'hui, la pertinence, elle colore beaucoup de nos productions. Elle garde ce marqueur de la qualité par la co-construction avec les professionnels. Et aujourd'hui, elle a un enjeu qui s'impose de plus en plus fort, c'est celui de l'embarquement des patients dans la production. Et ça a été dit ce matin par la ministre, ça a été redit par vous tous tout au long de la journée. C'est pas uniquement parce qu'on leur doit, mais c'est aussi pour que ça marche, parce que derrière, il y a l'adhésion. Et sans l'adhésion des patients, la pertinence restera une démarche marquée par le sceau du régulateur et donc celui de l'opposition et non de l'adhésion. Donc l'adhésion des usagers, des patients est un élément intrinsèque de la réussite. Alors aujourd'hui, on voit très bien que les enjeux auxquels on est confronté, et cette table ronde conclusive qui était très rafraîchissante, qu'on n'aurait pas pu tenir il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel on ose parler à la fois de pertinence, de régulation, de tarifs, d'attitude des professionnels. Notre enjeu, c'est de porter la qualité, c'est ce qui est notre fil conducteur et notre déterminant, de le porter dans les enjeux qui sont ouverts par notamment la loi de financement qui est en cours de discussion, et c'est à travers notamment les financements innovants que ça va se concrétiser, où nous avons la possibilité de contribuer avec à la fois on contribue à l'ingénierie, c'est-à-dire fabriquer pour le compte des régulateurs des indicateurs qui, dans le champ de la pertinence, dans le champ des résultats thérapeutiques, permettront de marquer, d'étiqueter les parcours et donc de moduler des financements vertueux. Mais c'est également aussi de jouer pleinement le jeu qui est ouvert par le PLFSS sur le droit à l'innovation, l'expérimentation en vraie vie. Nicolas Revel disait qu'on en a assez de ces expérimentations qui ne démarrent jamais. On a été suffisamment tous sensibles au fait qu'on nous demandait d'évaluer avant que c'est commencé à exister. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte là quand même de changement. Alors on aime bien les grands mots à la chaise. J'arrive pas à ne pas dire paradigme, mais c'est un peu ça quand même, dans l'attitude des pouvoirs publics, qui est d'ouvrir un terrain de jeu dans lequel on va pouvoir véritablement faire bouger les lignes. Donc je pense que pour la HAS, c'est un enjeu pivotal pour la suite de son histoire. Si elle s'en saisit pas, elle est dans le jeu, et à la fois par la contribution qu'elle peut donner sur toute cette forme d'ingénierie par la qualité mesurée, les indicateurs donc, mais aussi dans la fonction de garant qu'on lui donne, puisqu'elle va d'une certaine manière être un peu le gendarme de ce qui est possible ou pas, dans un certain nombre de dérogations. Dès lors qu'on touchera à des points durs, la HAS arrivera sur les pratiques, sur les compétences des professionnels, sur les dispositifs réglementaires de la qualité. Et là, moi, je pense que sous le contrôle du collège, mais je crois avec leur volonté, et à l'aube de l'arrivée d'une présidente qui vient du monde hospitalier, qui en connaît aujourd'hui les limites et qui veut bouger aussi et faire bouger les lignes, il faut qu'on accepte de prendre des risques. Et il faut qu'on accepte de jouer avec nos partenaires, c'est-à-dire l'État, des GOS, avec la CNAM, avec les représentants des usagers et les professionnels, qu'on accepte de prendre des risques sur ce droit à l'innovation. C'est une forme d'enjeu un peu, enfin les mots sont peut-être un peu excessifs, mais il y a quelque chose d'un peu historique. Il y a un alignement des planètes aujourd'hui entre l'État, les différents niveaux de régulation qui l'animent, le payeur gestionnaire du risque, les professionnels qui sont prêts à jouer ce jeu.
Bon, ben c'est à nous à relever un peu ce défi. La ministre nous a, ce matin, fortement enjoint à le faire. Bon, tout ce que je puis dire, je crois, avec le collège et l'ensemble de la maison, c'est qu'on sera au rendez-vous et qu'on fera de notre mieux. Merci beaucoup, Dominique Meigne. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde et merci à vous d'avoir été présents toute la journée. Merci beaucoup, bon retour.